à cette année de grâce 2021 coïncide avec les 30 ans de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste en Afrique, tenue en 1991 sous l'égide de l'UNESCO. D'où le thème principal de cette année, l'information comme bien public. En ce moment même, se réunissent à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, les représentants des instances de régulation des médias de l'Afrique pour évaluer cette déclaration de Windhoek et ainsi tirer de nouvelles perspectives. C'est dire toute l'importance et la justification même de votre présence en ces lieux. Je suis Adela Mambouya-Okoulo-Kwes, journaliste en projet et enseignant. Ma tâche va consister ce jour à accorder la parole à tous ceux qui ont un message à délivrer à l'ensemble de la communauté nationale qui suit cette cérémonie à travers la radio-télévision nationale congolaise. Cette cérémonie n'est d'ailleurs que le point de départ d'une multitude d'activités qui vont avoir lieu au courant de ce mois consacré à la presse. Et déjà cet après-midi, après cette cérémonie, va s'organiser ici un plateau d'exposé sur la thématique de la journée, mais également sur la prise en charge des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, en vos petites qualités, sans plus tarder, je vais dérouler le programme en invitant ici sur ce plateau le président de l'Union nationale de la presse du Congo à pouvoir prendre la parole pour son mot. Monsieur Daniel Ouba, vous avez la parole. Chers consoeurs, chers confrères, journalistes et professionnels des médias, le monde entier célèbre aujourd'hui le 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Sous les thèmes information comme les biens publics. Cette journée coïncide avec le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse africaine libre et indépendante. Les résultats de Windhoek étaient favorablement approuvés par les États membres. C'est ainsi que lors de la conférence générale de novembre 1991, les chefs d'État et les diplomates africains avaient invité le directeur général de l'UNESCO à étendre les efforts entrepris en Afrique aux autres régions du monde et à célébrer l'anniversaire de la déclaration de Windhoek adoptée le 3 mai 1991. Messieurs les ministres de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en votre égalité respective, tel Girondeur qui annonce le printemps la déclaration de Windhoek a joué un rôle dans le processus de démocratisation de l'Afrique. Même si la démocratie reste encore cet horizon toujours friand pour la plupart des pays africains, jamais totalement atteint, la presse a joué un rôle considérable. La déclaration de Windhoek a produit plusieurs effets. En 1992, le Programme international pour le développement de la communication PIDC de l'UNESCO a modifié ses règles de fonctionnement en tenant compte des recommandations de Windhoek. Le projet soumis par le secteur privé ont pu bénéficier du même traitement que les secteurs publics. L'UNESCO a soutenu la mise en place des réseaux internationaux d'alerte et la naissance de l'Institut des médias de l'Afrique australe. En 1996, dénommé Guillermo Cano Isaza, en mémoire de ce journaliste colombien assassiné par des stickers en 1996-1986 au Bogota. 4. La RDC, pour sa part, a créé son prix dénommé
le prix de la liberté Lucien Djibrou. L'édition de cette année sera décernée aujourd'hui aux journalistes qui se sont distingués dans le traitement de l'information relative au Covid-19. L'UNPC, conformément aux exigences de ses bailleurs, nous invite à assister à cet événement Africana Palace cet après-midi. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers confrères et chers consoeurs journalistes, Mesdames et Messieurs, malgré ces avancées, sommes-nous vraiment sortis du boulier? Chacun a sa réponse, mais la mienne est à la fois oui et non. Oui, il y a du pluralisme médiatique en Afrique en général et en RDC en particulier. L'État n'a plus le monopole des médias. Cependant, je me pose une question. La presse congolaise est-elle devenue véritablement indépendante? Je vous laisse deviner et méditer. Comme je l'ai dit lors du lancement du cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo, le 23 mars dernier, jubilé d'or que nous avons placé sous les signes de la remise en question de notre profession, la presse congolaise a gagné en quantité depuis des années, mais son contenu provoque dans la plupart des cas la nausée, l'aversion, la répugnance et la réprobation sur le plan qualitatif. Chacun d'entre nous connaît les causes de ces constats que j'appelle naufrage de la presse congolaise. Où chacun, comme le disait Préfontaine Kouamoulouma, évolue sur sa planète. En effet, l'équation du professeur Jean-Chrétien Ekamo, je le cite, un homme égal des médias, consolide ma perception de notre presse. Et je lui suggère d'ailleurs d'ajouter un pasteur, un média et un journaliste, un média. À chacun donc son média. L'éclosion des médias en ligne en est une illustration. Je ne m'y oppose point. Cependant, une telle situation frise l'anarchie. C'est pourquoi nous devons absolument entreprendre des réformes. Si elles ont été proposées dans le passé, il faut les adapter et les appliquer correctement. Aussi faut-il évaluer les forces et les faiblesses des institutions existantes au lieu de créer d'autres structures dont on peut redouter les dysfonctionnements, l'inefficacité, la voracité des maigres revenus de l'État et les dédoublements ainsi que les chevauchements des tâches. Faisons attention, Monsieur le ministre, à l'inflation des institutions. Le pouvoir public est dicter les tempos et d'indiquer la direction avec l'organisation des états généraux de la presse. Certes, le changement institutionnel est difficile à cause des esprits reclus, mais n'ayons pas peur des réformes. Si nous voulons sortir de l'enfer, l'Union nationale de la presse du Congo, cadre fédérateur de tous les journalistes et de toutes les associations des médias par la loi, salue à sa juste valeur le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son investiture le 24 janvier 2019. Le président de la République a promis de faire du développement de la presse l'une de ses priorités. La concrétisation de la promesse du chef de l'État débouchera sur les couples État de droit que l'actuel régime prône et quatrième pouvoir. Messieurs les ministres de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, si l'information est un bien public, ces différents usages ne sont pas toujours les mêmes. Au-delà des missions traditionnelles des médias,
informer, éduquer, divertir, on peut manipuler, orienter, falsifier, dénaturer une information avec un objectif précis. Comme Bernard Voyer le disait, je le cite, la presse donne à la vérité comme mensonge une dimension qu'elle est seule à pouvoir offrir. Qu'elle se parle ou qu'elle se taise, son effet sera toujours démultiplié. Elle inscrit dans le social l'écho d'un événement ou lui interdit cette consécration. Fin de citation. On ne doit donc pas laisser l'information un bien public aux mercenaires, aux éléments incontrôlés, aux charlatans, aux imposteurs, aux arrivistes, aux opportunistes et aux moutons noirs transfigurés. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont des modèles ayant pignon sur rue. Ces nouveaux types de patrons atypiques contribuent activement au nivellement de la société vers le bas. Ce sont des anticonformistes et des dadaïstes ayant fait effraction et intrusion dans la presse. Ils influencent même les professionnels à les mimer pour l'une ou l'autre raison. C'est dans cette optique que Marguerite Yourcenar disait, et je la cite, les moyens de communication massifs au service des intérêts plus ou moins camouflés déverseront sur le monde avec des visions et des bruits fantômes. Et l'opium du peuple qu'aucune religion n'a été accusée d'en répandre. Fin de citation. Messieurs les ministres, notre profession est bien sûr ouverte à toutes les qualifications des élèves ainsi. Pourtant, les règles du jeu existaient. Il faut tout simplement les respecter. Sénèque disait, le destin protège celui qui se soumet et perd celui qui se rebelle. Fin de citation. Ceux qui ne respectent pas les codes de l'éthique et de déontologie du journaliste doivent subir ce que j'appelle une sorte d'épuration professionnelle. Journaliste en danger, préparez-vous, défendre. C'est hors la loi. Je n'encourage en aucun cas la répression d'une quelconque loi liberticide contre la presse. Il ne s'agit pas non plus d'une autoflagellation. Mais face aux dérives, je réclame urbi et urbi le retour à l'ordre, à la discipline dans l'exercice du journalisme par l'application stricte des textes réglementaires. Je vous remercie. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur le vice-ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du CESAC, Monsieur les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi aussi, au nom de toutes les organisations professionnelles ici présentes et de tous nos partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette belle journée de la liberté de la presse, permettez-moi donc de vous saluer aussi chaleureusement et de vous exprimer notre grande joie de vous avoir parmi nous. Oui, je suis Chivis Chiwadi, secrétaire général de l'organisation Journalistes en danger, qui milite depuis plus de 2 décennies pour la défense et la promotion de cette liberté de la presse. Vous comprendrez donc que pour nous, la date du 3 mai, c'est une journée très spéciale parce qu'elle nous donne l'occasion de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui risquent leur vie, qui sont emprisonnés et qui subissent toutes sortes d'exactions pour apporter aux autres les informations dont ils ont besoin. Aujourd'hui, on donne l'occasion, une fois de plus, de dire que ces hommes et ces femmes qu'on appelle journalistes doivent être reconnus
et doivent être protégés. Dans le programme, j'interviens pour faire un petit état de la situation de la liberté de la presse dans notre pays. Mais en vérité, je pourrais en avoir pour toute une journée, tellement il y a des choses à dire. Mais quand je regarde le programme, je vois qu'après moi, il y a 5 ou 6 autres interventions qui doivent venir, alors je suis obligé de faire court pour ne pas perdre trop de temps, surtout que je sais que nous sommes tous impatients d'entendre le ministre, notre nouveau ministre, qui nous fait l'honneur d'être ici et qui effectue en quelque sorte ici sa première sortie publique. Distingués invités, mesdames et messieurs, la déclaration de Windhoek, qui est à l'origine de la journée que nous célébrons aujourd'hui, met l'accent sur l'importance d'une presse libre, indépendante et pluraliste, pour la préservation de la démocratie dans un État et pour le développement économique et social des nations. Comme on a dit, cette déclaration totalise aujourd'hui 30 années d'existence, mais demeure d'une brûlante actualité au regard de la tendance continue de la dégradation de la situation de la liberté de la presse dans le monde, y compris dans les pays dits de vieille démocratie. Et la République démocratique du Congo, notre pays, n'échappe pas à cette dégradation de la situation de la liberté de la presse. Il suffit de se référer au dernier classement mondial de Reporters sans frontières pour s'en convaincre. La RDC occupe la 149e place sur 180 pays du monde considérés comme les plus dangereux et à risque pour les journalistes. Certes que depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, la RDC a gagné 5 places dans ce classement en passant de la 154e place à la 149e place. Et bien que le discours officiel à l'égard des médias tend vers toute ouverture, le niveau d'exaction que subissent les journalistes dans l'exercice de leur métier demeure extrêmement élevé, comme le démontrent les données de nos services de monitoring. Pendant les années de l'Ancien Régime, sous le règne de Joseph Kabila, la banalisation de la violence à l'égard des professionnels des médias s'est développée en totale impunité. Et les commanditaires des assassinats de plus de 10 journalistes n'ont jamais été traduits en justice. Pendant cette période, la liberté de l'information était également malmenée en ligne, où Internet était régulièrement coupé, où les réseaux sociaux étaient bloqués, comme ce fut le cas lors des élections présidentielles. Bien qu'elles aient connu un léger recul à l'arrivée du nouveau président en janvier 2019, les atteintes à la liberté de la presse se maintiennent, comme je l'ai dit, à un niveau toujours élevé. Arrestations, agressions, menaces, exécutions, médias suspendus ou pillés sont le lot quotidien de la presse congolaise. Pour les 6 premiers mois de l'année depuis la publication de notre dernier rapport en novembre 2020, nous avons déjà recensé au moins 47 cas d'attaques et de violations directes ou indirectes de la liberté de la presse. Ces 47 cas sont venus s'ajouter aux 121 cas que nous avions enregistrés à la fin de l'année 2020. Depuis le début de cette année donc, plusieurs journalistes ont été arrêtés ou détenus pendant des plus ou moins longues périodes, sur ordre des autorités politiques ou administratives ou des services de sécurité comme la police et l'ANR qui semblent reprendre du service. De nombreux reporters ont été agressés, menacés, voire contraints de se cacher à cause des menaces, notamment des groupes armés qui sévissent à l'est du pays. On rappelle que dans ces provinces de l'Est, il y a un journaliste qui a été enlevé par des miliciens et qui est toujours porté disparu depuis plus d'une année. Les ravisseurs avaient indiqué à sa famille, quelques jours après son enlèvement, qu'il avait exécuté. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Ici à Kinshasa, plusieurs journalistes très suivis, notamment dans les réseaux sociaux, ont également été victimes de menaces de la part des militants politiques ou des campagnes de dénigrement
visant à les discréditer. D'autres ont été poursuivis en justice par des hommes politiques. Et il n'y a pas plus qu'une semaine, un autre journaliste a passé plus de 24 heures dans un cachot de la police militaire. Il était accusé de tentative de soulèvement de l'armée. Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs distingués invités, la culture de l'impunité et de la prédation des médias et journalistes congolais qui s'est installée depuis des années dans notre pays ne changera pas du jour au lendemain. Il faudra plus que des mots et des discours de bonnes intentions pour y mettre fin. Les faibles progrès de la RDC au classement de la liberté de la presse resteront limités tant que cette volonté politique ne sera pas traduite par des actes forts et concrets. Voilà pourquoi, une fois de plus, Monsieur le ministre, cher Patrick, nous saluons votre nomination à la tête du ministère de la Communication et des Médias. Votre avènement est pour nous une grande opportunité. Pendant des années, en tant que journaliste d'abord, puis député national, vous vous êtes engagé avec nous et à nos côtés pour défendre et promouvoir la cause de la liberté de la presse. Le moment est venu donc de passer à l'acte pour que nos projets et nos ambitions deviennent réalité. Pour notre part, en tant que journalistes engagés ensemble avec d'autres organisations professionnelles des médias, avec l'appui de certains de nos partenaires, dont Reporters sans frontières, nous travaillons activement pour changer en profondeur l'environnement de travail des journalistes congolais à travers des propositions très concrètes pour améliorer la sécurité des journalistes, pour lutter contre l'impunité et favoriser un journalisme de qualité. C'est dans cette optique qu'il faut inscrire la proposition d'un moratoire sur les arrestations et emprisonnements des journalistes, le travail des experts sur la révision de la loi de 1996 et la mise en place d'un mécanisme dédié à la sécurité et à la protection des journalistes congolais. Et enfin, pas de moins, le conclave de zones qui s'est récemment tenu sur les sites qui portent son nom dans la province du Congo central. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, toutes les organisations des médias réunies à Zongo ainsi que le CESAC ne se sont pas contentées seulement de constater, de faire le constat de la crise profonde et multiforme qui mine le secteur des médias, ni de déplorer certaines prestations des journalistes qui ternissent gravement l'image de notre profession. La dynamique qui est née du conclave de Zongo se veut désormais être une force de proposition et de recommandation pour qu'un journalisme éthique, professionnel, libre et indépendant puisse prospérer en RDC. Au moment où l'UNESCO nous propose de célébrer cette journée sous le thème de l'information comme bien public, il est plus que urgent de promouvoir un journalisme de qualité et de sauver ce métier qui est en train de disparaître dans notre pays. À l'heure de la pandémie du coronavirus et de la désinformation galopante, où les citoyens ont du mal à discerner le vrai du faux, les faits de la propagande, la réalité des théories du complot, nous voulons saisir cette occasion pour rappeler et interpeller tous les journalistes congolais sur leur part de responsabilité comme acteurs sociaux et acteurs de développement de leur pays. Mais c'est ici aussi le lieu de souligner qu'à côté de cette responsabilité sociale et citoyenne du journaliste, le journalisme est un métier qui a des règles et des exigences, qui obéit à une éthique et à une déontologie. Aucune liberté de la presse, dans aucune démocratie, n'autorise à aucun journaliste, qui qu'il soit, d'inciter à la haine, d'appeler à la désobéissance civile ou de mettre en danger la vie d'autrui. Il est temps maintenant de remettre le professionnalisme au cœur du métier d'informer pour que disparaisse de notre paysage médiatique le journalisme mendiant, le journalisme militant, toujours à la recherche permanente, non pas de l'information, mais du buzz et de la célébrité dans les réseaux sociaux. C'est ensemble, Monsieur le Ministre,
dans l'esprit et la dynamique de zone que nous devons nous mobiliser pour faire le ménage dans notre profession et mettre hors d'état de nuire ce que le président de la République a récemment qualifié de pseudo-journalistes. Ils se connaissent, ils se reconnaîtront. Ce sont eux, les vrais moutons noirs, en veste, en costume cravate, qui pullulent et qui polluent notre métier. Vive la liberté de la presse. Vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le secrétaire général de GEN, Monsieur le président de l'UNPC, Monsieur le directeur pays d'Internews ici représenté, chers invités en toute qualité, je vous dis bonne fête de la presse. Il a été question ici de médias numériques. On parle beaucoup des médias nouveaux, ils suscitent beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, mais c'est aussi un espoir pour des nouvelles pratiques en matière de journalisme. Les nouveaux médias aujourd'hui, par moment, on les associe aux fake news. C'est alors que nous avons pensé avec Internews et d'autres bailleurs de fonds de mener une campagne pédagogique pour essayer de faire comprendre à l'opinion c'est quoi un média numérique, comment se fabrique une information dans un média numérique pour qu'elle se démarque de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, en partenariat avec Internews, l'association des médias en ligne va lancer aujourd'hui une campagne d'information et de sensibilisation. Ça, c'est le volet pédagogique. On a parlé ici du volet juridique. Les médias nouveaux, comme on les appelle aujourd'hui, ne sont pas adaptés à l'environnement juridique et institutionnel d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons réfléchir pour voir dans quelle mesure faire évoluer notre arsenal juridique pour qu'il soit intégré. À ce titre, nous allons organiser une dizaine d'ateliers pour essayer de réfléchir sur comment est-ce que la nouvelle législation peut intégrer cette nouvelle norme. D'ores et déjà, on a travaillé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est ça, pour voir dans quelle mesure on peut énoncer et dicter une directive pour essayer d'encadrer les nouveaux médias. Le projet livre que j'annonce aujourd'hui, c'est un projet qui se fera en 4 langues, le Tchimba, le Swahili, le français et le lingala. À travers ce projet, qui va durer 3 mois de campagne de sensibilisation, nous allons essayer de faire une immersion dans le monde des médias numériques pour qu'on fasse un distinguo entre médias numériques et réseaux sociaux. Par rapport à ça, je ne veux pas être très long. J'aimerais que aussi la technique est prête pour que je balance une petite séquence de 30 secondes pour voir à peu près ce que peut faire, comment est-ce qu'on produit une information dans un média numérique. Pour faire évoluer notre cadre juridique, je demande le soutien, l'appui de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Je demande l'appui de honorables députés et sénateurs, d'anciens confrères ici, qui nous font l'honneur d'être dans cette salle. Et je demande l'appui de tout le monde, de tous les patrons des organisations de presse professionnelles et des organes de médias, mais également les appuis financiers de nos partenaires traditionnels. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur le Secrétaire national de journalistes en danger, Monsieur le Président de l'Association des médias en ligne de la RDC, chers invités, en vos titres et qualités respectifs. Pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas, Internews est une organisation non gouvernementale
qui travaille sur les questions d'information des communautés dans une quarantaine de pays à travers le monde. En partenariat avec les médias locaux, Internews améliore l'accès et la qualité de l'information disponible pour les citoyens et les communautés. Dans un esprit d'innovation et d'entreprise, Internews facilite l'adaptation des médias classiques et des nouveaux médias numériques aux besoins en information de populations vivant dans un environnement difficile. Présent en République démocratique du Congo depuis 2011, Internews met en œuvre plusieurs projets dans le domaine des médias et de la participation citoyenne, notamment celle des femmes, appuyée entre autres par l'Agence américaine de développement, l'USAID, la coopération suédoise, la coopération suisse, la Commission européenne, DFID ou encore le département d'État américain. Les activités d'Internews en RDC ont pour but d'appuyer les plaidoyers des organisations de la société civile congolaise pour la liberté de la presse et de l'accès à l'information, former les journalistes, renforcer les capacités des radios communautaires et favoriser les échanges d'informations entre décideurs publics, journalistes, organisations de la société civile et citoyenne. Avec un financement de l'USAID à travers FHI 360, ainsi que les coopérations suédoises et suisses, Internews met en œuvre le programme Media Sector Development Activity, MSDA en sigle, qui est un programme structurant de 5 ans visant à promouvoir un secteur des médias plus ouvert et plus dynamique, contribuant à des institutions plus réactives et transparentes. C'est dans le cadre donc de ce programme qu'Internews appuie l'organisation de cette célébration de la 30e Journée internationale de la liberté de la presse par les organisations professionnelles de médias, notamment GED, l'UNPC et MILRDC. En référence au thème du jour, qui est l'information comme bien public, en défendant cette notion, Internews, à travers la mise en œuvre du programme MSDA, réaffirme l'importance de défendre l'information comme bien public, notamment en appuyant le collectif 24 qui travaille sur l'accès à l'information publique, un exemple de bien public directement géré par le gouvernement et les institutions publiques. En effet, depuis 2009, le collectif 24, coalition d'organisations de la société civile, mène un plaidoyer pour le vote d'une loi pour l'accès à l'information publique. Une proposition de loi avait été votée au Sénat en 2015 et, dans le cadre de la législation actuelle, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale en septembre 2020. J'aimerais souligner ici l'appropriation de ce plaidoyer par le nouveau ministre de Médias et de Communication qui a soutenu aux côtés des organisations locales, lorsqu'il était encore député national, l'inscription de cette loi à l'Assemblée nationale. Une telle loi faciliterait non seulement le travail des journalistes et le travail de contrôle de la société civile, mais l'accès à des citoyens et à des informations importantes, tout en protégeant les informations clés pour la sécurité de l'État. L'information comme bien public souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable.
Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. C'est ainsi qu'Internews a pris cette campagne en ligne que va lancer MILRDC cet après-midi avec un focus sur la vérification de l'information en ligne. Cette célébration de la 30e journée internationale de la liberté de la presse est une occasion pour rappeler au gouvernement du monde entier la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, mais elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Cette journée est également une occasion de réaffirmer un soutien aux médias et aux journalistes qui sont pris pour cible par des autorités ou des acteurs du monde économique. C'est ici, pour moi donc, l'occasion de rappeler que l'adoption de la loi d'accès à l'information publique, comme la modification de la loi de 1996 portant exercice de la liberté de la presse, sont des engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en début de son mandat, pour mieux protéger le droit à l'information garanti par l'article 24 de la Constitution. La liberté d'informer, comme la liberté d'expression, contribue à l'amélioration de la gouvernance, de l'état de droit et des politiques publiques, qui sont également des objectifs définis par le Président de la République. Je dis et je vous remercie. L'ambassade de Suède se rejoint une fois de plus de l'honneur qu'Internews lui fait d'être présente à l'occasion de la 30e journée internationale de la liberté de la presse, avec comme thème de cette année l'information comme bien public. Nous profitons de l'occasion pour féliciter d'une manière particulière les organisations professionnelles des médias, notamment Journalistes en danger, GEDANSIC, l'Association des médias d'information en ligne, ILRDC et l'Union nationale de la presse du Congo, l'UEPC, que le programme NSDA appuie directement. Les programmes qui nous appuyons offrent aux organisations de médias et de radios communautaires un espace d'information, de formation et de plaidoyer pour construire la synergie, promouvoir une citoyenneté responsable, identifier des méthodes novatrices et constructives, en vue de favoriser l'accès à l'information non partisan auprès de la population congolaise. Internews est un des partenaires cadrés de l'Agence suédoise de coopération de développement international, une agence qui est intégrée dans notre ambassade ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, pour l'UNESCO, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 mettra notamment en évidence trois impératifs pour cet écosystème. Des mesures pour assurer la viabilité économique des médias d'information. Deuxième, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés Internet. Troisième, le renforcement de l'éducation aux médias et l'information permettent au public de reconnaître et de valoriser le journaliste en tant qu'élément essentiel de l'information, elle-même considérée comme un bien public. MILRDC et le collectif 24 mettront l'accent sur l'exemple de l'accès à l'information publique pour décrire la notion d'information comme bien public. Depuis 2029, le collectif 24, coalition d'une organisation de la société civile, mène l'employé pour le vote d'une loi pour l'accès à l'information.
comme elle l'a expliqué la directrice adjointe de la News. Ce plaidoyer a été notamment soutenu par la coopération suédoise. La Suède a une expérience particulière de la régulation de l'accès à l'information publique, puisque c'est le premier pays à s'être doté d'une loi au XVIIIe siècle. Les secondes étant les États-Unis. C'est pas mal d'être ça. La loi d'accès à l'information, comme la modification de la loi, portant exercice de la liberté de presse, sont des engagements pris par le précédent Tshisekedi au début du mandat pour mieux protéger le droit à l'information, garanti par l'article 24 de la Constitution. Au travers du projet Strengthening Rural Radio for Impartial Information in the Democratic Republic of Congo pour radio communautaire et de sa participation dans le schéma MSDA, la Suède appuie les deux plaidoyers avec un focus sur la définition d'un statut fiscal adapté pour les 500 radios associatives et communautaires qui comptent la RDC. En RDC, les organes de la presse et médias représentent l'espoir de la grande majorité de la population. Le programme, tel que vous l'avez construit, offre les possibilités de participation responsable des médias et presse à répondre aux besoins de la population vivant dans la pauvreté. La Suède soutient pleinement les initiatives qui permettent aux radios communautaires, médias et aux organisations de la société civile de développer leur environnement, promouvoir le respect des droits de l'homme. Je vous remercie et je vous souhaite tous une agréable célébration de la Journée internationale de la presse. Natombeli, Pinotongo, Pek Mosala et là. Tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cet événement et d'adresser en même temps une chaleureuse félicitations à l'honorable Patrick Muyaya Katemboé pour son entrée au gouvernement de la République démocratique du Congo en qualité de ministre de la Communication et des médias. Ceci bien sûr au nom de représentant Dr Jean-Pierre Boudo, qui est actuellement empêché parce que tout simplement à Pointe-Noire, en République du Congo, pour une conférence régionale organisée par l'UNESCO et ses partenaires à l'occasion justement de la célébration de cette journée-là. L'événement mondial de 2021 ramène la journée mondiale de la liberté de la presse à ses racines, en se concentrant sur les questions contemporaines qui sont liées à la liberté d'expression, à l'accès à l'information et au rôle du service public du journalisme au sein de l'écosystème de communication en mutation. En défendant la notion de l'information comme bien public, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 souligne la différence importante entre l'information et d'autres types de contenus de communication tels que la désinformation, les discours de haine, le divertissement et les données, dans l'objectif d'attirer l'attention sur le rôle particulier du journalisme dans la production d'informations vérifiées dans l'intérêt du public et sur la façon dont il dépend d'un écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Ceci ressort clairement du message de Mme Audrey Azoulay, qui est la directrice générale de l'UNESCO, qui déclare, je cite, et là je vais vous lire son message, il y a aujourd'hui 30 ans, des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs de toute l'Afrique se rassemblaient pour rédiger un appel en faveur de la liberté de la presse. Ce qu'on appelle la déclaration de Windhoek sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Cette déclaration historique visait à faire de la libre circulation de l'information un bien commun, un objectif toujours d'actualité. Depuis 1991, le paysage de l'information a connu des changements considérables, notamment avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. Des possibilités inouïes s'offrent à présent à nous pour
nous exprimer, nous tenir informés et communiquer avec les autres, mais nous devons également faire face à la montée de la désinformation et des discours de haine, au bouleversement des modèles économiques, des médias et à la concentration du pouvoir entre les mains d'un petit nombre de sociétés privées. La pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer d'informations fiables. C'est grâce au journalisme indépendant que nous avons pu mieux comprendre cette crise. Les journalistes se sont rendus sur le terrain, souvent à leur risque et péril. Beaucoup d'entre eux ont été menacés, arrêtés, harcelés, en particulier les femmes. 62 journalistes ont été tués pour leur travail en 2020 et bien d'autres ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Nous leur en sommes immensément redevables. La pandémie a également aggravé des problèmes existants. De nombreux médias faisant désormais face à des pertes financières, le pouvoir des plateformes Internet s'est encore renforcé à la faveur des confinements qui nous ont contraints à effectuer en ligne une grande partie de nos activités quotidiennes. Les fausses informations et les rumeurs ont fleuri avec parfois de terribles conséquences. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse, l'information comme bien public, souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, et tout en luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. Ce thème concorde avec les efforts menés par l'UNESCO pour garantir la bonne santé à long terme de journalistes indépendants, pluralistes, ainsi que la sécurité des professionnels des médias partout dans le monde, notamment dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Dans le cadre de ces efforts, nous nous employons à instaurer une plus grande transparence sur les plateformes en ligne dans des domaines tels que la modération des contenus, tout en respectant les droits de l'homme et les règles internationales en matière de liberté d'expression. Nous dotons les citoyens, au titre de l'éducation aux médias et à l'information, des compétences dont ils ont besoin pour évoluer dans ce nouveau paysage de l'information et leur permettre d'éviter les tromperies et les manipulations en ligne. Aujourd'hui, nous nous employons également à faire en sorte que l'évolution de ce paysage soit prise en compte dans les principes inscrits dans la Déclaration de 2002. À l'heure où nous célébrons le 30e anniversaire de ce texte fondamental lors de la conférence mondiale sur la liberté de la presse, qui doit se tenir à New York en Namibie les 2 et 3 mai. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, j'appelle chacun et chacune à renouveler son engagement en faveur du droit fondamental à la liberté d'expression, à défendre les professionnels des médias et à se joindre à nous pour garantir que l'information reste un bien public. Fin de citation. C'était là le message de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Je vous remercie. Nous, femmes de médias, profitons de cette occasion pour dénoncer ces nouveaux phénomènes d'attaques et menaces à l'encontre de journalistes en général et de femmes journalistes en particulier. Un phénomène qui entrave l'exercice du métier de tous ces journalistes. Nous ne citerons pas Paulette Kimoutou, Élisée Odia, Pierrot Douara, Peter Tchani, Stani Boujakira et tous les autres journalistes menacés virtuellement ou attaqués physiquement. Et tout ceci aux yeux de nos autorités politiques censées nous protéger. Devant cette auguste assemblée, nous ne pouvons qu'une fois de plus plaider pour une presse libre et impartiale, en vue de produire, comme le dit le Calico, l'information sans masque. Et voulons sentir la protection de nos autorités dans l'exercice de notre métier. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de faire un sit-in devant les instances décisionnelles contre toutes ces attaques et insultes
qui touche à notre intégrité morale et physique. Et voilà, n'être pas d'accord avec un journaliste est un droit, mais les insultes, les attaques et intimidations sont inacceptables. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Monsieur le secrétaire général de GEL, Monsieur le président de l'ONPC, Madame la représentante de Internews, Monsieur le président de MINRDC, tout protocole réservé, j'espère n'avoir rien oublié. Je voudrais, avant d'ouvrir mon petit texte, réagir à ce qui a été dit tout à l'heure par ma consoeur, excusez-moi de parler encore en ces termes, de Gualia. Je crois que nous avons fait beaucoup de pas dans ce pays dans la marche vers la démocratie. Et quand la démocratie évolue, autant elle évolue avec la liberté d'expression, autant elle va évoluer avec la tolérance. Vous savez que ce n'est pas toujours évident de rencontrer des personnes qui pensent démocratie véritablement. On parle de démocratie comme slogan, mais on ne les vit pas toujours. Et malheureusement, cela peut avoir des incidences, notamment sur le journaliste et ceux qui exercent le métier. Il faut considérer que l'un de vous et de l'autre côté, s'assurer que ces choses-là ne se reproduisent pas et que toutes les dispositions soient prises pour que le journaliste soit protégé. Mais il faut nous aider aussi à vous protéger. Et donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'allais dire chers confrères et chères consoeurs, parce que j'ai l'impression d'être à la maison. Ce n'est pas le fait d'avoir été nommé au gouvernement qui m'éloigne de mon métier d'origine. Et d'ailleurs, si je dois vous faire une petite parenthèse, quand nous préparions le premier compte rendu du gouvernement, j'ai eu l'impression d'avoir repris le métier parce que nous voulions que cela se passe très bien, que l'on sente qu'il y a un professionnel qui a repris le métier. J'espère que les premiers pas à rencontrer vos attentes nous feront davantage parce que je suis le ministre de l'Intérieur. Mais je suis surtout le ministre de l'écoute. Et dans les métiers qui est les nôtres, si vous n'avez pas une oreille pour écouter, je ne suis pas sûr que vous ferez beaucoup de pas. Je disais donc que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, la première depuis ma nomination en tant que ministre de la communication, des médias et porte-parole du gouvernement. C'est ici l'occasion de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour le choix porté sur ma personne pour diriger ces ministères stratégiques. J'ai dit stratégiques parce que c'est ces ministères qui vont conditionner y compris les rôles du Congo dans l'Afrique et dans le monde. Il s'agit de redorer l'image, j'en ai reçu mission, et pour redorer l'image, les premiers alliés, ce sont les journalistes. C'est aussi l'occasion de vous remercier, parce qu'au cours des rencontres que certaines organisations ont eues avec le président de la République, y compris le Premier ministre, ils avaient formulé la requête de voir un professionnel nommé à ces départements. Je considère donc comme ma nomination comme une conséquence de votre démarche. Soyez-en remerciés. Bien avant d'aller dans les vifs de mon propos, je m'ai fait le devoir de rappeler le contexte qui a conduit à la célébration de cette journée. On appelle Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une journée qui a commencé en Afrique. Et très malheureusement, parfois quand on parle du continent, on veut plus faire attention à ce qui est négatif, à ce qui est violation. Il y en a, on les dénonce, mais il faut aussi regarder cet apport que nous voulons apporter à l'humanité. Je considère que la journée d'aujourd'hui est une contribution du continent pour que ce droit garanti par tous puisse être célébré. L'information comme bien public est l'état principal de ce jour. Alors, quand on parle de bien public, peut-être que les gens ne le visualisent pas.
Les biens publics dans notre contexte, c'est comme les palais du peuple. C'est un bien qui nous appartient à tous. Nous tous, nous devons le protéger, même si ce sont les élus qui siègent là-bas. Et donc, ma compréhension du thème de ces jours, information comme bien public, c'est une interpellation pour nous tous, pour nous assurer que l'information passe. Vous savez, quand nous grandissions, j'espère que c'est toujours le cas, le journaliste, on disait toujours « Monsieur le journaliste ». Ça veut dire que la société nous a toujours donné cette marque de respect parce que c'est grâce aux journalistes que l'on sait ce qui se passe autour de nous et l'on sait ce qui se passe autour de la communauté. Cette reconnaissance sociale, nous devons toujours la mériter. Et c'est donc dans l'optique de préserver ces droits, c'est aussi dans l'optique de se conformer à l'évolution du monde aujourd'hui que dans le programme du gouvernement, il y a des choses qui ont été dites de manière claire et précise. Je les cite. Nous comptons poursuivre et parachever des réformes législatives structurelles du secteur de la presse et de la communication. Ici, il s'agit principalement de deux réformes. D'abord, celle qui concerne la révision de la loi de 96, il y a 25 ans. À l'époque, il n'existait pas encore 1000 RPC. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous conformer à l'évolution du temps. Il s'agit aussi de faire aboutir finalement, parce que ces textes ont beaucoup souffert, la loi sur l'accès à l'information. Ça fait plusieurs navettes et plusieurs mois qu'on en parle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, moi en étant au gouvernement, de suivre et de nous assurer que ces textes aboutissent. En même temps, le gouvernement compte consolider le cadre de collaboration et de concertation avec les structures professionnelles des médias et les organes de régulation. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis le ministre de la parole, je serai surtout le ministre de l'écoute parce que la question qui concerne les médias est une question éminemment stratégique qui requiert un travail en chaîne. On parle de rédaction dans une entreprise de presse, il ne s'agit jamais d'un seul individu, il s'agit toujours d'une chaîne et d'un groupe. Et l'option du gouvernement, c'est de fonctionner en étroite collaboration avec les structures professionnelles et tous ceux qui opèrent dans les secteurs pour que nous puissions être sûrs que, sur ces points de vue, les choses sont bien faites. Nous allons, dans le cadre de ce que nous avons prévu, instaurer un cadre de médiation des différends et éventuellement régler les conflits pouvant opposer les professionnels de médias au pouvoir public. Parce que très souvent, on a l'impression que les pouvoirs publics ont tendance à brimer les médias. Je crois que je parle sous le contrôle de beaucoup des professionnels ici. Dans le professionnalisme, c'est difficile qu'on nous inquiète. Peut-être que c'est aussi là l'interpellation qui doit concerner le monde académique et les organisations de la corporation, sur comment les journalistes sont formés, sur comment on les prépare à faire ce travail aujourd'hui qui est très stratégique et qui permet au pays d'avancer. La dépénalisation des délits de presse est un objectif commun. Nous devons faire ce chemin ensemble dans la sincérité et la responsabilité. Mais vous savez tous, mieux que moi d'ailleurs, que notre métier est infiltré par ce qu'on a appelé ici les moutons noirs, qui régulièrement font du dérapage et ternissent l'image de notre profession. Je ne voudrais pas aller en profondeur sur ces sujets, mais vous savez que certains qui sont à la base de certains dérapages n'ont pas été formés pour exercer le métier qui est le nôtre. Je partageais avec certains collègues du gouvernement, je disais que chaque fois que vous arrêtez un journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, c'est comme s'il y avait un crash d'avion quelque part. Lorsqu'il y a un crash d'avion dans le monde entier est au courant. Et lorsque vous arrêtez un journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, le monde entier est au courant et ça dépeint sur l'image du pays. Je dirais, je ne prendrai pas la responsabilité pour un quelconque engagement de manière en termes de promesses, mais je ferai de mon mieux pour que ces choses-là ne se reproduisent plus ou se réduisent
davantage. Ici, il est d'abord envoyer l'image d'un Congo qui consolide sa démocratie dans le monde. Et la consolidation de la démocratie passe par le respect de la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour que nous puissions situer les responsabilités des uns et des autres et voir de quelle manière, malgré la difficulté et la pauvreté du pays, nous pourrons avoir des entreprises de presse qui seront économiquement viables. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé dans ce sens. Je sais qu'il y avait les ateliers des ONU qui préparaient justement ces assises. Je sais qu'il y a d'autres qui réfléchissent aussi. Nous nous organiserons pour que ces rendez-vous soient un rendez-vous historique. Alors, je disais, ces cas nous offriront l'occasion de parler à la fois de la nature de nos médias, de leur évolution et de leur devenir à cette période où l'information court à la vitesse de l'éclair et où la pratique du métier peut se faire à partir d'un simple smartphone. À l'époque, il y avait des nagras. À l'époque, il y avait des bandes de montage. Mais aujourd'hui, avec un simple téléphone, vous pouvez à la fois faire une interview, faire un montage et faire la diffusion. Nous avons vu la démonstration qui nous a été faite tout à l'heure. Nous devons nous adapter. Pour mettre en place des textes qui nous permettent de nous projeter et de nous assurer que ces secteurs demeurent le poumon principal de la respiration de notre démocratie, de la créativité économique de notre pays et de l'amélioration de son image de marque. C'est ici l'occasion de dire que nous devons sérieusement nous remettre en question, car c'est à travers les médias que s'effaçons l'image d'un pays, l'image d'un peuple. Quelle est l'image de notre pays aujourd'hui? Que voulons-nous faire pour l'améliorer? Le gouvernement a la ferme volonté, à travers le ministère, de changer le narratif et la manière de raconter les choses. Ne se passe-t-il pas de bonnes choses chez nous? N'avons-nous pas de petits champions dans tous les domaines en mettre en avant pour inspirer nos jeunes? N'y a-t-il pas d'autre histoire à raconter que nos politiciennes? C'est les questions que nous devons nous poser. La nature de notre contribution pour le développement de notre pays dépend de notre manière de répondre à ces questions. La pauvreté des médias que nous déplorons aujourd'hui est aussi due à la pauvreté du pays. Si nous nous organisons pour aider les pays à se développer, nous aurons des médias développés qui permettront aux journalistes d'exercer un métier où on ne pratiquera plus le terme que je ne veux pas répéter, mais que tous nous connaissons. À ces propos, le Premier ministre a tracé le boussole devant l'Assemblée nationale. Je le cite. « La communication sera donc utilisée comme les vecteurs de la redevabilité, de la citoyenneté et de la construction de l'unité nationale. L'avènement des réseaux sociaux, la vitesse de la circulation des informations, avec notamment les fake news, prennent de court tous les gouvernements du monde. La seule parade face à cela, c'est l'obligation de transparence. Des structures étatiques actuelles ne permettent pas de répondre pleinement à cette exigence tant au plan légal qu'au plan organisationnel. Aujourd'hui, il est question de faire de la loi sur l'accès à l'information une priorité justement pour permettre de garantir cette transparence. Les ministères que j'ai hérités ne disposent pas, par exemple, d'un service ou une direction chargée des médias en ligne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évolution de l'information nous oblige, nous, structures étatiques, à mettre en place des structures pour rattraper le temps. C'est un défi énorme, mais au niveau du gouvernement, il y a une volonté manifestée dès le départ par le président de la République pour que nous puissions y arriver. Dans ma mission, c'est aussi celle de mettre en place, d'adapter, de moderniser les circuits d'information du gouvernement. L'obligation de redevabilité nous impose d'être proactifs et de répondre aux exigences de plus en plus grandissantes de nos populations. C'est un immense chantier. Ce ne sont plus les journalistes qui posent des questions aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur Twitter et sur les réseaux sociaux, des opinions changent. Des ministres démissionnent, simplement parce que les citoyens ont pris la parole. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons l'obligation de se mettre à ces diapasons pour répondre autant faire se peut à ce que le peuple réclame, parce que c'est de lui que nous tirons notre légitimité.
C'est dans cet esprit que nous comptons commencer le travail par les médias publics, pour en faire un miroir des efforts consentis pour apporter les changements tant voulus par le peuple. Il nous faut non seulement moderniser les infrastructures, mais il faut surtout renforcer les capacités de son personnel, de les adapter aux nouvelles technologies, et le secteur privé emboîtera le pas. Parce que les meilleurs dans notre société, dans le métier qui est le nôtre, viennent de la RTNC. C'est la maison mère, comme on aime à le dire. Le jour où nous ferons un peu plus d'efforts pour que la RTNC soit ces médias modernes que nous voulons tous avoir, les médias privés emboîteront. Aujourd'hui, les gens recourent à ce qu'on appelle replay. Quand on rate un journal de 20 heures, on revient à la maison, on prend son téléphone, on les trouve. Et malheureusement, les médias publics n'est pas encore en mesure de répondre à ces défis. Nous sommes là, nous sommes engagés avec les journalistes qui y sont pour que cette réalité change. Mesdames et messieurs, je ne saurais donc clore mon propos sans aborder cette question d'actualité sur l'état de siège, pour lesquels nous attendons les détails dans les prochaines heures après la signature de l'ordonnance par les présidents de la République. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ça fait plus de 20 ans que nos populations de l'Est sont décimées, que l'autorité de l'État est bafouée. Cela ne peut plus continuer. Nous aurons le temps d'y revenir le moment venu, mais je pense que dans cette quête pour la paix dans cette partie du pays, les médias ont un grand rôle à jouer. Je voudrais donc attirer l'attention de professionnels de médias que l'exercice de votre métier ne vous exonère pas de votre devoir patriotique de soutenir nos forces armées et nos éléments de police qui seront déployés pour cette fin. Parce que le jour où le Congo retrouvera sa paix, les médias retrouveront aussi leur paix parce qu'ils ne seront pas obligés de travailler dans des conditions de guerre ou dans des conditions difficiles. Parce que parfois, les dérapages viennent des pressions justement que subissent ces éléments qui sont et qui travaillent sous pression pour amener la paix. Nous devons privilégier la cohésion. Et si nous voulons consolider l'unité nationale, la cohésion autour de nos troupes, les seuls vecteurs, c'est les médias, c'est les vecteurs principaux. Nous devons donc nous assurer que les médias jouent leur rôle dans cette quête. Nos frères des provinces du Nord Kivu, des Lituri, ont besoin de solidarité. Et nous aurons, le moment venu, l'occasion de discuter sur la manière de construire cette solidarité. Je vais terminer mon propos en réitérant ce que j'ai dit tout à l'heure. Je serai le ministre de l'écoute. Parce que très souvent, les politiques, quand on parle d'expérience des députés, parfois nous énervons. Et vous savez, honnêtement, que nous ne disposons pas d'assez de moyens pour régler tous les problèmes de nos populations. Et que par notre capacité d'écoute, nous pouvons être en mesure de commencer déjà à soulager ceux qui ont des plaintes. Et vous pouvez être sûr que je serai ces ministres-là. Je ne voudrais pas faire une promesse, mais je veillerai personnellement, durant mon passage dans ces ministères, à toujours promouvoir l'exercice de la liberté de la presse, à toujours le protéger. Toujours le protéger, surtout ceux qui l'exerceront dans le respect de lois de la République, parce que c'est ce qui contribuera à l'essor d'un journalisme responsable, éthique et professionnel. Les meilleurs remparts du journalisme, c'est le professionnalisme. C'est sur ce mot que je vais terminer mon propos en nous souhaitant tous une bonne fête et j'espère que dans le jour qui vient, très rapidement, nous pourrons avoir des résultats dans les secteurs qui nous concernent. Dans notre métier, ce n'est pas d'abord une question de moyens. C'est une question de volonté et la volonté politique, vous l'avez. Je vous remercie.